Peut-être un petit point d'agenda avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, je suis en compagnie de Joseph Scaudry, qui est Senior Technical Account chez Quest. Donc on va parler aujourd'hui de stockage et de la révolution qui est en cours, hein, sur le stockage. Alors, ça, c'est une tarte à la crème, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est l'explosion des volumes de données. Je pense qu'il y a un acteur du secteur qui parlait d'une croissance du volume de données qui est multiplié par deux tous les 2 ans. Bon, là-dessus, je pense qu'on ne pourrait pas y passer 3 heures, c'est clair. Et, vous faites le constat, enfin, chez vos clients en tant que partenaire, de cette problématique d'explosion des volumes de données. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, toujours en tant qu'observateur du marché, qu'est-ce qu'on voit des architectures propriétaires, notamment hardware, qui sont remis en cause par les clients, notamment du fait des structures de prix qui sont quand même assez importantes. Et on va vers une ouverture, en tout cas on le sent, hein, avec des solutions d'hyperconvergence, on va vers une ouverture du marché. Donc concrètement, pour vous, acteurs du channel, ça veut dire que les marges qui étaient liées au prix de ces solutions propriétaires sont effectivement logiquement soumis à pression, hein. Alors l'autre tendance lourde qui va de pair, hein, d'ailleurs, c'est la montée en puissance du logiciel, hein, évidemment. Et donc logiquement une indépendance entre le logiciel et le hardware, mais on en parlera avec Joseph tout à l'heure. Alors évidemment, ça concerne le réseau, ça peut d'ailleurs peut-être commencer peut-être par le réseau, et ça va aussi au niveau du stockage, hein, c'est ce qu'on appelle le fameux SDS, hein, Software Defined Storage en bon français, et c'est effectivement une tendance lourde. Alors ça pose la question de la fin des boîtes, hein, des appliances, toujours en bon français. Qu'est-ce qu'elles deviennent dans ce type d'architecture? Est-ce qu'elles ont un sens? C'est vrai qu'à un moment donné où le matériel évolue de plus en plus vite, les fonctionnalités évoluent de plus en plus vite, la contrainte des boîtiers physiques est évidemment, comment dirais-je, une contrainte forte. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à essayer de passer outre cette contrainte en allant vers des solutions logicielles qui, en plus, on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, permettent aussi peut-être de sortir de ces logiques propriétaires. Alors face à ce constat rapide, hein, qu'on a fait en espèce de 2-3 minutes, évidemment Quest arrive sur le marché avec une réponse qui est assez intéressante, puisqu'elle est évidemment basée sur le logiciel. Mais le plus simple, Joseph, c'est que je vous laisse en parler. Absolument. Je vous passe la main. Alors, je vous passe la main. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Pas encore, ça va venir. Ça va venir. Voilà, ça y est, c'est bon. Superbe. Très bien. Donc, eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis Joseph Scaudry, donc je gère la partie technique de la BU Data Protection de Quest. Quest qui vient de divorcer en quelque sorte de Dell, un constructeur hardware, qui avait, il y a quelque temps, acheté tout le département software de Cortor. Cortor qui représente plusieurs centaines de logiciels, dont un ensemble de logiciels regroupés dans la BU Data Protection dont je fais partie. Data Protection intègre bien sûr des solutions de sauvegarde, mais surtout, ce qui va révolutionner, oui, il ne faut pas se le cacher, le monde du stockage secondaire. On avait, sous l'époque de Dell, la responsabilité de la commercialisation des baies de déduplication DR. DR, c'est une baie de constructeur qui permettait justement d'héberger des sauvegardes et de les dédupliquer. Aujourd'hui, la déduplication est incontournable dans les domaines, dans les architectures de sauvegarde, et il faut implémenter de la déduplication, certes, mais à quel coût? Donc, nous avons décidé de libérer cette intelligence de déduplication, de la sortir de la cage dorée hardware d'un constructeur pour pouvoir la rendre publique et ripper, pourquoi pas, les revenus non plus vers des constructeurs qui surdimensionnent peut-être leur baie de déduplication, qui les lient à des extensions de disques leur appartenant en termes de croissance de données nécessaires. Pourquoi ne pas justement, comme je le disais, ripper la possibilité de faire du revenu non pas vers ces constructeurs, mais pourquoi pas vers nos partenaires, vers les sociétés de services. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous sommes une société de software, Quest, et nous en profitons pour pouvoir justement
distribuer cette intelligence de déduplication remarquable qui était intégrée dans des R de Dell, nous l'avons libérée et nous pouvons maintenant installer cette intelligence sur un simple serveur Linux et avoir les mêmes qualités qu'une baie constructeur de déduplication. C'est ce que nous avons mis en place sur le marché. C'est ce qui va vous permettre de construire vos propres périphériques de stockage secondaire enrichis d'un moteur de déduplication riche et performant, vraiment. Un bloc variable suivi d'une compression des chunks, cryptage des chunks, mais nous rentrerons plus dans les détails dans les options, absolument. Et c'est ce qui va nous permettre à tous de briser le lien dur entre le hardware et le logiciel. Donc là, il faut continuer. Je vous coupe, on parle bien de software, enfin de stockage secondaire, on est bien d'accord, hein, pas de stockage primaire. Absolument. C'est important. Absolument. C'est un stockage qui va être optimisé justement pour héberger des flux de sauvegarde, de les dédupliquer de façon intelligente et efficace. Par contre, tout le monde le sait, les baies de déduplication, ce sont les seules baies de stockage dont les phases d'écriture sont beaucoup plus performantes que les phases de lecture. Lorsqu'on lit à partir d'une baie de déduplication, le moteur de déduplication, quel qu'il soit, doit reconstruire le flux et pénalise en quelque sorte un peu les phases de lecture. Nous pourrions utiliser CoreStore, qui est notre nouvelle solution, comme un simple NAS, pourquoi pas, mais nous n'avons pas toutes les fonctionnalités attendues d'un NAS. Utilisons-le pour du stockage secondaire, pour uniquement héberger les sauvegardes de toutes les solutions de sauvegarde du marché. Donc, CoreStore s'exécute sur n'importe quoi. La seule contrainte, c'est que le système d'exploitation doit être du Red Hat ou du CentOS. CentOS, bon, il n'y a pas de petites économies, donc c'est ce que nous pourrions. Il ne faut pas hésiter à l'implémenter sur du CentOS 7 et n'importe où. Effectivement, nous pouvons donc installer un CoreStore physique sur un site de production, mais nous pouvons également le déposer sur un site distant, mais nous pouvons également le déposer comme simple instance dans un cloud OpenStack, Amazon S3 ou Azure, bien sûr. Et à partir de là, nous pourrons donc être capables d'héberger les flux de sauvegarde de n'importe quelle solution de sauvegarde du marché. Alors, qu'est-ce que le SDS? Qu'est-ce que le Software Defined Secondary Storage? C'est tout simplement un stockage dédié pour héberger les solutions de sauvegarde, va permettre de traiter et d'optimiser le stockage physique nécessaire pour héberger de très, très, très grosses sauvegardes pendant très, très, très longtemps. Ça va nous permettre également de glisser cette intelligence sur n'importe quel type de hardware. Et c'est la tendance. C'est la tendance, effectivement, de désacraliser les baies de stockage hardware en utilisant simplement du disque, les considérer comme du disque classique, et simplement en injectant dans ce serveur doté de disques les intelligences nécessaires pour, dans notre cas, héberger et activer une déduplication remarquable. Donc, la prochaine évolution des DR que nous commercialisons dans le passé va tout simplement s'orienter vers du CoreStore. Les baies DR de Dell ne sont plus commercialisées. Par contre, il y a un programme de swap de ces DR vers une structure, une infrastructure CoreStore. D'accord. Les licences, le mode de licensing est tout compris, bien sûr. La seule entité qui doit être licencée, en quelque sorte, c'est le nombre de téras physiques que nous aimerions offrir à CoreStore. C'est bel et bien le nombre de disques physiques qui va bien sûr générer un stockage pour notre CoreStore. Donc c'est bel et bien le physique. Si j'ai un serveur QStore doté de 10 Tera de disques physiques, il suffit d'acheter 10 Tera de licence QStore et nous aurons une baie de déduplication de 10 Tera qui peut, avec un ratio de 1:10 par exemple, stocker plus de 100 gigas de sauvegarde. Le CoreStore peut donc être installé sur un serveur Linux 7.x de Red Hat ou de CentOS, mais nous pouvons également utiliser une machine virtuelle pour accueillir CoreStore.
très bien pour des infrastructures robots de type site distant, pourquoi pas. Et nous pouvons également créer une instance Core Store dans du cloud, comme je vous l'avais dit. C'est également une tendance qui se fait sentir de plus en plus dans le monde du stockage, des sauvegardes, et dans les nouvelles architectures. Je reviens juste, Joseph, sur le mode de licensing. Quand on est dans Oui, le virtuel ou dans le cloud, ça fonctionne toujours de la même façon ou... absolument. Il faudra malgré tout, donc bien sûr, s'offrir un abonnement du cloud pour une Ouais. machine, pour une instance CentOS, Branché. et bien sûr le nombre de stockage, le nombre de terras nécessaires associés à ce serveur D'accord, CentOS. d'accord. Ensuite, il suffira d'acquérir les licences Lortor pour justement acquérir un périphérique de stockage cloud et ainsi accueillir les flux de sauvegarde des sites de production. Donc, nous serons totalement agnostiques de la plateforme de sauvegarde. Nous D'accord. pouvons nous intégrer, bien sûr, continuer l'association de la technologie Cursor avec les baies de déduplication de Dell, DR et Total. Donc, nous pouvons continuer à accoupler, je dirais, des DR avec du Cursor. Et bien sûr, toujours et encore, remarquer l'efficacité des algorithmes de déduplication et de compression de Cursor qui va nous permettre, bien sûr, de dédupliquer de façon remarquable. Une parenthèse, bien sûr, la déduplication dépend de deux critères. Elle dépend bien sûr de la nature des données qui se fait sauvegarder, bien sûr, et également la période de rétention. Plus longtemps nous stockerons des sauvegardes, plus le ratio de déduplication risque d'être spectaculaire. Nous avons également injecté dans le Core Store une nouvelle technologie que nous avons baptisée Secure Connect et qui va nous garantir le bon transport des flux de sauvegarde à travers des lignes WAN. C'est-à-dire si la ligne WAN est médiocre en termes de latence, absolument, et si la ligne tombe, pourquoi pas, eh bien, nous allons sécuriser ce transport de flux avec un protocole Secure Connect développé par Cursor et qui va bien sûr permettre aux administrateurs de sauvegarde et à nos partenaires de dormir sereinement, puisque la sauvegarde s'effectuera. Elle sera peut-être lente, certes, mais nous avons la garantie de pouvoir traverser tous les tuyaux WAN du marché. Le cryptage à la volée, bien sûr, dans le tuyau, c'est-à-dire qu'il nous faut offrir un tuyau qui va être crypté, dans lequel circulera les flux de sauvegarde, mais nous pouvons également crypter les chunks uniques au niveau du Core Store, bien sûr. Les accélérateurs de protocole. Alors ça, c'est intéressant et c'est important. Bien sûr, la déduplication est incontournable aujourd'hui dans les architectures de sauvegarde. Mais il faut être exigeant et il faut que nos clients, et même vous, partenaires, puissiez offrir la technologie de déduplication à la source. La déduplication à la cible, c'est bien évidemment incontournable aujourd'hui, à la condition que ce soit un moteur de déduplication efficace, bloc variable, etc. etc. Enfin, je ne reviens pas sur les différents protocoles, algorithmes de déduplication, mais il faut autoriser la déduplication à la source. C'est nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire pour avoir des fenêtres de sauvegarde les plus fines, les plus courtes possibles. Et ceci est possible avec Core Store, et ceci pour toutes les solutions de sauvegarde du marché. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et il faudra également évangéliser dans ce sens-là. La déduplication à la source est et devra être implémentée dans toutes les solutions de l'architecture de stockage de sauvegarde aujourd'hui et dans le futur. Les réplications, aujourd'hui, non, il faut l'obliger. Le prérequis, c'est la déduplication à la cible, mais il faut que les clients exigent. D'accord. Ouais, il faut qu'ils exigent de la part de nous, éditeurs et partenaires, la capacité de déployer une architecture basée sur la déduplication à la source. Réplication vers un site distant, c'est également un prérequis si nous voulons élever le niveau de PRA, de plan de reprise d'activité. Il y a toujours et encore qu'une et une seule méthode pour avoir un niveau de PRA très développé, très efficace, c'est de prendre les sauvegardes et de les copier quelque part. Si ce quelque part est très loin sur un site distant ou sur du cloud ou sur un autre périphérique de stockage, le niveau de PRA va être très élevé, bien évidemment. Et la réplication vers un site distant va nous permettre enfin de tuer les librairies physiques et les lecteurs physiques. En effet, nous ne serons pas obligés de dupliquer les sauvegardes provenant d'un périphérique de stockage disque vers des bandes physiques.
Pour des raisons politiques, on aura et on devra continuer à utiliser des bandes physiques si nous sommes SOX, pourquoi pas. Mais la tendance, c'est bel et bien la suppression des périphériques de type bande physique, qui alourdit et qui est chronophage et douloureux quelquefois à administrer. L'impact économique, bien sûr, sauvegarder beaucoup de choses sur très peu de disques physiques, avec un prix au Tera offert par un core store très très bas, bien sûr. Relever le niveau de PRA, on l'a vu en faisant de la réplication de sauvegarde et de l'externalisation, du vaulting. Et enfin, les différents niveaux de licensing que nous proposons avec core store reposent sur de la communauté édition gratuit. Ça, c'est open source en fait. Open source, c'est 1 Tera de disques physiques qui, je vous rappelle, peut nous permettre de stocker jusqu'à 10 Tera de sauvegarde. Donc, gratuit parce que ça fait plaisir. Ensuite, nous avons une licence d'évaluation qui est valable jusqu'à 30 jours avec une capacité de disque physique de 150 Tera. J'insiste, avec un ratio de base vraiment facilement atteignable au bout de quelques jours, de 150, de 1 à 10, donc 1 Péta 5 de stockage sauvegarde possible avec l'évaluation. Et enfin, la définitive, et l'acquisition se fait par un prix d'entrée, je dirais, de 5 Tera de core store. Et ensuite, on peut évoluer la croissance à un rythme, à un pas de vis de 1 Tera, pour les licences, bien sûr. La solution de sauvegarde qu'on peut accoupler à un core store, eh bien, ce sont toutes les solutions de sauvegarde du marché, et ça sans exception et sans condition aucune. Donc, nous avions une version 4.1 qui était capable de fournir le protocole de déduplication de la source pour NetBackup et Backup Exec. Ce moteur de déduplication dédié à ces deux solutions de sauvegarde s'appelle OST. Donc, OST est intégré dans Core Store, il est totalement gratuit et donc peut accueillir en déduplication à la source toutes les sauvegardes provenant de NetBackup et de Backup Exec. Par contre, pour nos solutions de sauvegarde, que sont NetVault et Veranger, notre moteur de déduplication à la source intégré à ces deux solutions se nomme RDS. Et bien évidemment, Core Store accepte ces flux de déduplication à la source directement. Mais maintenant, avec la nouvelle version, voilà toutes les solutions, sans être exhaustives, de la liste des solutions de sauvegarde qui peuvent profiter des performances de notre solution logicielle Core Store. Donc là, il manque plus grand monde en fait. Hein. C'est tout le monde en fait. Notez au passage que nous rendons énormément de services réellement avec Vim, notamment avec Vim. Pourquoi? Parce que Vim est exigeant également en termes de sauvegarde. Vim est une belle solution, mais la seule problématique, c'est que c'est le besoin du client d'étendre son périphérique de stockage des sauvegardes pour avoir une rétention la plus longue possible, de mettre en place un PRA extraordinaire et de plus pour pouvoir répondre à l'explosion de leurs données à sauvegarder. Et bien pour cela, nous pouvons rajouter dans leur infrastructure existante une entité Core Store et nous allons en plus, et j'insiste, en plus, favoriser et minimiser de façon drastique leur fenêtre de sauvegarde en injectant, en implémentant de façon naturelle de la déduplication à la source. La déduplication à la source va permettre aux serveurs de sauvegarde ou aux proxy la possibilité de négocier directement avec le Core Store et de n'envoyer que les blocs nécessaires sur le réseau. Il n'y aura plus on peut même se permettre de faire des sauvegardes totales tous les jours parce que le delta de ce qui va être transité sur le réseau ne sera que l'équivalent d'une sauvegarde incrémentielle bloc, bien sûr. Le One Reconnect, c'est ce protocole qui enrichit la baie de déduplication Core Store et qui nous autorise enfin de faire des sauvegardes directement depuis le One. C'est-à-dire qu'un serveur Core Store, enfin un serveur de sauvegarde peut directement envoyer le flux vers un serveur Core Store sur le site distant en poussant le flux de sauvegarde sur le réseau One. D'accord. Cryptage, déduplication, bien sûr. Les storage groups, c'est très tendance aujourd'hui. Ça va nous aider, ça va aider nos partenaires justement à découper de façon logique leur instance Core Store qu'ils hébergent peut-être chez eux, bien au chaud, et qui va permettre justement d'offrir à leurs clients commerciaux A, B et C la possibilité de déposer leur sauvegarde sur une seule entité Core Store. Et ceci sans bien sûr chevauchement des données de production.
une donnée du client A ne viendra pas exploiter les données du client B. C'est bel et bien une segmentation des sauvegardes des clients commerciaux sur une et une seule instance unique, entre autres. Ça veut dire que j'ai pas besoin, en tant que MSP ou partenaire, j'ai pas besoin d'avoir un core store par client, en fait. C'est ça que ça veut dire, hein. Exactement, exactement. Nous optons sur l'optimisation hardware. Prenons un bon serveur hardware bien physiquement, RAM CPU, bien sûr, Ouais. et installons une seule instance core store, et nous pouvons donc gérer la cohabitation intelligente et sans chevauchement des données des storage groups et D'accord. un storage group par client, par exemple. D'accord. Et la réplication ne concernera bien sûr que les containers du storage group du client A et les blocs utilisés pour le storage group A ne seront pas utilisés pour le storage B, bien sûr. Il n'y aura pas de conflit, je dirais, d'adressage des blocs. Store 5, dernière version, toute fraîche. Enfin, le cloud est à portée de main. Enfin, le cloud utilisé de façon intelligente. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser de la déduplication à la source, et j'insiste sur ce protocole pour minimiser les flux de sauvegarde, les débits des lignes WAN nécessaires pour faire transiter les flux de sauvegarde. Bien sûr, le moteur de déduplication intégré dans CoreStore, c'est le même que celui de la DR de Dell, RIP, l'ancienne, hein, celle qui vient de mourir récemment, et le déploiement repose sur plusieurs catégories. Alors, avant d'implémenter CoreStore, bien sûr, il est nécessaire de faire un premier sizing, et pour cela, nous offrons à nos partenaires la possibilité d'utiliser un sizer CoreStore dans lequel nous allons spécifier la volumétrie à sauvegarder, la nature des données à protéger, la rétention, la solution de sauvegarde utilisée pour les sauvegardes, et ce sizer va tout simplement nous indiquer les RAM, CPU et nombre de terras de disques nécessaires pour héberger un CoreStore dans le contexte ciblé. Donc, il y a plusieurs niveaux de CoreStore. Le CoreStore démo, qui ne fait absolument aucun contrôle, on peut l'installer où je veux sans limitation énorme en termes de RAM CPU. Nous avons le CoreStore, l'instance qui devrait être déposée dans un cloud et qui devra répondre à ses besoins, donc 4 CPU, 14 Go de RAM et le nombre de disques dont on aurait besoin. Le maximum de Tera est de 40 Tera de disques physiques associés à notre serveur dans le cloud. Nous avons également un niveau standard, je dirais, qui correspond à ses caractéristiques physiques et qui va nous permettre de stocker jusqu'à 150, travailler jusqu'à 150 Tera de disques physiques. Et enfin, le high level qui va nous permettre de manager, d'administrer 500 Tera de disques physiques, c'est-à-dire 5 pétas avec un minimum de ratio attendu qui est 1 sur 10, bien sûr. Très rapidement, quelles sont les architectures que nous sommes capables de mettre en œuvre? Eh bien, voici l'architecture classique. Donc, un site de production du client A, nous avons les données de production, nous mettons en œuvre un CoreStore local à ce client et les données se font bien sûr dédupliquer à la source, pourquoi pas, nous allons optimiser leur espace de stockage. Par contre, nous avons un portail web, cloud, qui va pouvoir être exploité par nos partenaires et qui va permettre justement l'administration des CoreStore à distance, de un client, deux clients, de tous leurs clients commerciaux, bien évidemment. Et donc, c'est une fenêtre d'analyse graphique unique qui va permettre de faciliter, bien sûr, l'administration et de visualiser l'exploitation, la croissance, les alertes, etc., de tous les CoreStore implémentés par nos partenaires. Nous pouvons pousser le curseur sur des petits sites de production, pourquoi pas, de déposer un serveur, une instance CoreStore sur le site d'hébergement du partenaire. Donc, pour cela, nous pourrions, par exemple, utiliser un moteur de virtualisation Zen, par exemple, et utiliser une machine virtuelle pour mon client A, installer une instance CoreStore dans la machine virtuelle A, et d'accueillir les sauvegardes provenant du site de production du client A et les garder bien au chaud en local. C'est donc un service qui peut être facturé aux clients de nos partenaires et toujours et encore leur offrir une plus-value en termes de qualité de stockage des sauvegardes. Toujours et encore,
la capacité d'administrer les serveurs, les instances store depuis la fenêtre, le portail cloud. Ce que nous retrouvons de plus en plus, bien sûr, enrichir le catalogue par... alors, ça, c'est bien sûr toujours le même modèle, hein, avec la déduplication à leur source, j'insiste. Donc, les sites de production vont négocier avec les core stores hébergés chez le partenaire en déduplication à la source pour minimiser le flux. Le cryptage des données se fera par le tuyau et le cryptage également des données se fera sur le core store lui-même. Les données appartiennent totalement au client si nécessaire. Mais voilà ce que beaucoup de nos partenaires mettent en œuvre, c'est-à-dire une instance core store sur le site de production lui-même, bien sûr. Les sauvegardes sont à portée de main du client. La déduplication à la source reste toujours efficace, bien sûr. Mais surtout ne pas éluder ceci. Hein. Ça va permettre d'avoir un confort et une rapidité des sauvegardes extraordinaires en mettant la déduplication à la source. J'insiste sur ce point. L'activation grâce à une réplication des instances core store de production vers un core store hébergé chez le partenaire, par exemple. Et bien sûr, la réplication protégée par le Secure One, bien évidemment, avec tout le tuyau de cryptage qui va rassurer le client final. Et bien, ceci va permettre à nos partenaires d'enrichir leur catalogue de qualité de prestation à leurs clients existants, à leurs nouveaux clients. Et vous allez voir que ces clients de production vont être très satisfaits de cette offre. Pourquoi? Parce que le cloud public, on en parle beaucoup. Tout le monde en parle, mais tout le monde hésite à franchir le pas parce que ça devient du public. Par contre, si le partenaire offre une relation privilégiée et offre à leurs clients finaux une espèce de cloud privé, en fait, ouais. Eh bien, et là, nous allons intéresser bel et bien les clients finaux. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de tout répliquer. Toutes les sauvegardes de production sont répliquées vers le partenaire, mais au moins les données les plus critiques. Et ainsi, permettre à leurs clients finaux la possibilité d'atteindre à faible coût un niveau de PRA le plus élevé possible. Toujours des duplications à la source, One Connect, etc., Secure Connect. Le fait de déposer et d'utiliser le cloud public, pourquoi pas. Donc, le partenaire va peut-être prendre à sa charge l'abonnement pour leurs clients, mais par contre, offrir un package complet en termes de coûts mensuels à leurs clients, en intégrant bien sûr une instance core store qu'ils déposeront vers un cloud public, et bien sûr l'abonnement pour atteindre ce lien public. Les sites de production vont pouvoir pousser leurs sauvegardes directement vers le cloud, pourquoi pas, puisqu'il y aura toujours et encore, et j'insiste, le Secure Connect qui va leur garantir la qualité de sauvegarde et la qualité du transport. Donc, je vais très très vite, hein, parce que je voudrais vous faire une démo très rapide. Ouais. Jean-Christophe, combien de temps me reste-t-il un quart d'heure à peu près. Très bien, donc encore 2 petites minutes. 2 petites minutes pour vous expliquer comment nous sommes capables de mettre en œuvre une déduplication à la source, peu importe la solution de sauvegarde impliquée. Eh bien, nous avons développé, nous sommes les seuls à avoir développé ce protocole, enfin cette méthode, c'est de nous appuyer sur les protocoles CIFS et NFS et d'exploiter ces protocoles pour mettre en œuvre la négociation entre le serveur et le core store. Et pour ce faire, il faut créer une instance, un container de type CIFS ou NFS au niveau de core store. Le serveur de sauvegarde ou le proxy devra monter ce périphérique de stockage pour pouvoir déposer les sauvegardes. Or, le serveur de sauvegarde, à chaque fois qu'il devra déposer le flux de sauvegarde sur ce partage réseau, la négociation pour la déduplication de la source sera naturelle et efficace. Le serveur de sauvegarde, par ce protocole CIFS ou NFS et le plugin Rapid Shared, s'il s'agit de cela, Rapid Shared va négocier avec le core store pour vérifier si le bloc traité existe ou pas à distance. Si oui, pas la peine de le retransporter ce bloc. Il y aura donc l'association d'un pointeur. Si nous atteignons un ratio vraiment remarquable, de 1 à 20, 1 à 30, prenons un cas de 1 à 10. 1 à 10 pour des raisons de calcul.
Si je fais une déduplication à la cible, si la sauvegarde pèse 1 Tera à la déduplication à la cible, je devrais faire circuler ce Tera sur le réseau. Bien sûr. Et c'est lorsque ce Tera atteindra l'instance de déduplication ciblée, le traitement s'effectuera. Par contre, cela nécessite un transport de 1 Tera sur un réseau. WAN, LAN. Si je fais de la déduplication à la source, eh bien, ce Tera va être négocié. Et ce Tera, si j'ai un ratio de 1 sur 10 déjà existant, eh bien, ce ne sera plus 1 Tera qui devra circuler sur ce réseau, mais 100 gigas. 100 gigas. Sur un réseau à 20 mégaoctets secondes, si je fais circuler un Tera, ça me mettra 1h15. Allez, à la louche, 1h15. Par contre, 100 gigas, ce même Tera, après négociation, avec la déduplication à la source, ne pèsera que 100 gigas, donc 10 minutes, un quart d'heure pour suffire pour transporter ce flux. Donc, j'insiste, pour rendre remarquable, optimiser les architectures de sauvegarde actuellement en place. Pour optimiser les nouvelles solutions de sauvegarde, les nouvelles architectures, il faut proposer de la déduplication à la source. Et comment proposer de la déduplication à la source valable pour tout le monde? Eh bien, c'est en proposant Cortor, qui l'intègre de façon naturelle. Une petite maquette va être beaucoup plus efficace, effectivement, que du verbe, et on peut mettre en œuvre très rapidement une maquette Cortor gratuitement, d'une part, et bien sûr avec notre aide en tâche de fond et gratuitement également. Faisons une petite démo. Voilà, vous nous faites une petite démo. Alors pendant que vous lancez la démo, Joseph, je précise que je l'ai peut-être pas dit pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, qui ont des questions, parce que j'en ai déjà reçu quelques-unes. On les traitera après la démonstration. À la fin du webinaire, on prendra un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, d'ailleurs, peut-être que la démonstration de Joseph sera la source de d'autres questions. Voilà, je vous laisse. Très bien. Je vais être très synthétique et très rapide. Bon, rapide pourquoi? Parce que Cortor, c'est plug and play, déjà. La mise en œuvre, je crois, c'est 4 4 ou 5. Et votre Cortor est opérationnel. En fait, Cortor, c'est un binaire qui pèse 120 mégas que vous pouvez télécharger dès maintenant et vous l'installez sur un CentOS 7.8. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez prendre son contrôle et son administration à travers une fenêtre web browsable. Et voilà, mon Cortor vierge. D'accord. Totalement vierge. Ce que je vais faire, je vais utiliser une solution de sauvegarde, que ce soit Vim ou quoi, mais non, je vais utiliser ma solution de sauvegarde universelle qui est NetVault Backup. Bien évidemment, avec ça, je sauvegarde tout. Par contre, pour Vim, c'est le même principe, d'accord? La philosophie est absolument identique. Mais comme nous sommes agnostiques en termes de solution de sauvegarde, je pousse plutôt, bien sûr, ma démo avec du NetVault Backup. Ici, mon objectif, c'est de sauvegarder une infrastructure VMware. Donc, j'ai un serveur de sauvegarde R3 et uniquement un et un seul serveur de sauvegarde. Je peux donc sauvegarder la totalité de mes machines virtuelles et je vais, pour des raisons de temps, pointer simplement une et une seule VM Debian qui pèse pas très lourd et qui va me permettre justement de vous montrer rapidement l'avantage de l'exploitation de Cortor. Mais avant cela, puisqu'il s'agit d'un serveur NetVault fraîchement installé, je vais intégrer dans mon infrastructure NetVault mon Cortor. Donc, j'ai la gestion des périphériques. Ici, je vais demander à intégrer un périphérique de stockage Cortor, c'est le nôtre. Et je vais préciser l'adresse IP, le nom DNS de mon Cortor. Ici, il s'agit de cette adresse IP-là. Je précise un compte utilisateur masqué au niveau de Cortor qui s'appelle backup_user. C'est son mot de passe. Et je vais donc intégrer mon Cortor, mon instance Cortor, cloud, physique, machine virtuelle, peu importe son emplacement physique, que ce soit du hardware, le nouveau Hitachi, truc niche, avec du disque, par contre répondant aux besoins du Sizer développé par Sizer. Là, puisqu'il s'agit d'un Cortor vierge, je vais créer un container. Voilà un storage group, un ensemble administratif logique pouvant intégrer un ou plusieurs containers. Donc là, je vais me créer un nouveau container qui va être à odeur de type RDS. RDS, je vous rappelle, qui permettra de faire de la déduplication de la source nativement avec NetVault Backup ou Behringer.
une solution. Donc, j'intègre, je crée ce container à l'intérieur de mon core store. Donc, vous voyez qu'avec NetVault, je n'ai même pas à me connecter sur la fenêtre d'administration core store. Oui, c'est je crée et j'administre directement, bien sûr. Et je l'intègre totalement. Ici, 64 sauvegardes parallèles en même temps pourront être effectuées en direction de l'instance. Je peux modifier, hein, bien sûr, cette valeur. Le périphérique de stockage a été intégré dans NetVault, c'est parfait. J'ai des données à sauvegarder, alors allons-y. On va sauvegarder. Je vérifie la présence, et vous allez voir qu'il n'y a aucune difficulté à administrer le core store. Ce n'est qu'un et un point, une cible pour mes sauvegardes. Je choisis les sauvegardes, les données que je veux sauvegarder. Je vais définir avec NetVault Backup la méthode de sauvegarde. Elle peut être de type full, incrémentiel, différentiel. Si c'est des bases Oracle, c'est Herman. Si c'est du NDMP, genre NAS, NetApp ou autre, eh bien, je décrirai la méthode de sauvegarde. Ici, je vais utiliser cette méthode, qui est tout simplement du VMware full. Donc ici, pas de miracle, hein. Nous faisons la même chose que toutes les solutions de sauvegarde orientées machine virtuelle, puisque nous appuyons sur les API VMware ou Hyper-V, peu importe. Ici, je vais déclencher la sauvegarde de façon immédiate, et c'est là que je vais pointer vers mon core store, vers mon instance core store. D'accord. Donc, dans la cible de mes sauvegardes, je pointe sur l'instance qui apparaît défini. Je vais le nommer, et je vais directement et immédiatement déclencher ma sauvegarde. Et nous allons l'analyser. La sauvegarde est déclenchée et analysons en temps réel ce qui se passe. Donc, bien sûr, puisque j'utilise le plugin VMware, je dialogue avec mon vCenter. Je prends un snapshot VMware propre de mes machines ciblées, et la sauvegarde va débuter. Alors, naturellement, la déduplication se fait à la source, puisqu'il s'agit bien sûr de NetVault Backup, parce qu'il s'agit de protocole RDA. Pour Vim, c'est pareil, hein, ou les autres solutions de sauvegarde, c'est pareil. Hein. La déduplication sera efficace à condition que le serveur ou le proxy soit doté de 4 Go de RAM, de 4 cœurs, et que ce soit un OS de type 64 bits Windows Linux. Si le serveur est doté de ces caractéristiques-là, la déduplication à la source se fera de façon naturelle et native. Sinon, ce sera une déduplication à la cible qui va être effectuée. Voilà le débit. Rien que le débit à la source, le débit est assez remarquable. Hein, parce que, bon, c'est un petit lab, je n'ai pas beaucoup de performance, parce que et j'ai toujours plaisir à voir les débits que peut offrir mon infrastructure hardware très, très faible, hein, avec la déduplication à la source. Je m'impressionne moi-même, en fait. Donc là, la sauvegarde s'effectue. Il n'y a pas de petit plaisir. La sauvegarde s'effectue. 4 gigas jusqu'à présent qui ont été sauvegardés. La sauvegarde fait 8 gigas de mémoire. Donc je laisse terminer ma sauvegarde. Regardons ce qui se passe en attendant sur le core store. Pour 5 gigas stockés, core store, il y a 2 gigas de disque physiquement utilisés, alors que j'ai plus de 5 gigas de sauvegarde effectuée. Donc on a un ratio d'1 sur 2 là à peu près. Oui. Mais bien évidemment, en plus, nous allons déclencher des sauvegardes full, encore mieux, et plus le ratio de déduplication sera extraordinaire. Bien sûr. Et bien sûr, si c'est de la déduplication, je suis assez... je parle beaucoup de dédupe à la source, hein, mais réellement, il faut le faire. Il n'y aura que de belles surprises et le client sera vraiment satisfait, vraiment. Donc, la sauvegarde va se terminer. 9 gigas 5 exploite physiquement 4 gigas 20 sur le core store pour une première sauvegarde. Bien sûr. Donc, malgré le fait que ce soit une première sauvegarde, il y a déjà de la déduplication, de la compression qui ont fait que nous utilisons déjà très peu de disques physiques. La sauvegarde est terminée. Relançons cette même sauvegarde une deuxième fois.
et nous allons vérifier ce qui se passe concrètement. Alors, je relance la sauvegarde, donc 9 giga 7, et je vérifie son exploitation, je moniteur, pareil, la sauvegarde se fait, c'est une sauvegarde totale, donc je vais également transporter 9 giga 87. Je n'ai pas pris le temps de sauvegarde, mais c'était un peu plus de 2 minutes. Il est évident que la sauvegarde va se faire. Ici, ce ne sera pas vraiment remarquable. Pourquoi? Parce que la volumétrie est très faible. Ouais. On voit que l'introduction de traitement pré-sauvegarde est assez coûteux en temps, puisqu'il s'agit de négocier avec le vCenter. Ici, il n'y a toujours pas de flux qui est généré. Donc, il faut vraiment apprécier les qualités de la dédupe à la source en mode de production. Je suis en train de travailler là où j'ai injecté du Cursor sur une infrastructure de production où justement je fais de la déduplication à la source naturelle avec Cursor. Je divise par 3, 4 les temps de sauvegarde en moyenne sur un site de prod. Mais je peux pas vous le montrer, hein. C'est vraiment un client qui ne veut pas, voilà, confidentiel. Mais je vous invite effectivement à maqueter, déposer ça en maquette chez votre client. Il va adopter cette technologie-là. Si vous avez besoin d'aide, bien évidemment, les relations que vous aurez avec Quest vous autoriseront à utiliser nos ressources avant-vente gratuitement, à vous former gratuitement. Vous serez certifié en passant des petites certifications gratuitement et qui vont vous permettre commercialement d'avoir de très, très, très hautes remises et surtout une protection dans les deals, en quelque sorte. Regardez déjà les performances 150 mégaoctets/seconde. Les 9 gigas ont été sauvegardés à l'instant. Donc, 2 fois 9 gigas, 18 gigas, 19 gigas, 19 gigas reposent sur 4 gigas de niveau. Effectivement, les 4 gigas, parce qu'il n'y a pas eu de modification au niveau de la Debian. Et s'il y avait eu des modifications, les blocs modifiés subiraient également une négociation à la source. Si le bloc existe, il ne sera pas réenvoyé, etc. Ouais, c'est juste la partie incrémentale en fait qui aurait été éventuellement absolument. Voilà notre volonté. Notre volonté, c'est de désacraliser les baies constructeurs. Nous n'avons aucun hardware à vendre, nous n'avons que du binaire. Et ce binaire, c'est tout simplement toute intelligence masquée dans une boîte noire appliance qui est enfin libérée et qui va vous permettre à vous de construire vos propres périphériques de stockage aussi performantes que les data domains, les DR, enfin les bêtes du marché. Bien sûr. Ne me croyez pas, faites-le, maquettez-le et vous allez confirmer ça. Et vous aurez la possibilité, bien sûr, d'offrir ces périphériques de stockage à votre signature, à votre label, à vos clients. Et de plus, vous allez être capable d'optimiser leurs espaces de stockage, de mettre en place des architectures enfin intelligentes et efficaces pour des solutions de sauvegarde actuellement installées ou les nouvelles, ou étendre les périphériques de stockage actuellement en production chez vos clients, et surtout d'offrir un catalogue de services à vos propres clients qui vont leur permettre justement d'atteindre des niveaux de PRA très élevés, tout simplement en hébergeant une ou plusieurs instances Cursor chez vous bien au chaud, ou dans votre cloud public, ou dans un cloud privé, et permettre justement à vos clients d'avoir une administration simple, facile et bien sûr administrée par vos soins. Voilà une présentation qui a été effectuée. Je suis à votre disposition et Jean-Christophe, si vous voulez prendre le relais. Oui, bah écoutez, je vais reprendre la main. Alors on a effectivement quelques questions. Alors attendez, 30 secondes. Voilà. Alors je vais essayer de les regrouper parce que j'en ai plusieurs. Alors peut-être déjà je pense pas un point que sur lequel vous êtes passé rapidement, mais sur lequel il faut peut-être revenir, Joseph, c'est la problématique de l'appliance, c'est-à-dire que vous donnez finalement la possibilité aux partenaires. Alors on a beau dire que le SDS c'est formidable et que tout est software, il y a quand même encore des clients qui veulent des packages physiques, et donc justement vous donnez la possibilité aux partenaires de créer leur propre appliance. Hein. Je crois que c'est un point qui est assez intéressant. Bien sûr,
Bien sûr, il y a même un label qui va être délivré par Quest et qui va intégrer qui pourrait peut-être intégrer le logo du partenaire en disant Powered by Quest, par exemple. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous offrons au client final l'expertise de Quest et l'expertise du partenaire pour offrir une appliance totalement simple. Hein. Parce qu'une appliance, c'est tout simple. C'est simplement du hardware simple. C'est du stockage simple. C'est du RAM CPU simple. C'est un serveur physique simple avec une intelligence embarquée. Donc, le fait que ce soit du CentOS, c'est un système totalement ouvert, administrable à distance, à souhait également. Et le hardware, c'est le hardware proposé par le partenaire. Si les pros HP pousseraient un serveur HP, Lenovo, Dell, pourquoi pas, et injecter ici quelque chose de stable qui est Corsair. Donc, stable plus stable égale très stable. Encapsulé, tout ça, bien sûr, par l'expertise du partenaire. Aux couleurs du partenaire. Ok, bon ça je pense c'est clair, on a répondu. Alors après il y avait des questions sur le cloud, je vais essayer de les regrouper. Alors là je traduis parce que la question c'était, voilà, si vous travaillez sur, on avait parlé d'AWS et d'Azure, la question en fait revient à demander, c'est est-ce que les packages Core Store sont déjà installés sur comment dirais sur le cloud, ou c'est à nous, Oui. en tant que partenaire, de créer son espace, de tout Alors, uploader. C'est une bonne question, je pense. Bien sûr, nous pensons effectivement avoir un template qui pourrait être déployé. Nous l'avons fait déjà. Nous l'avons fait pour Rapid Recovery et nous allons le faire pour Cursor. Mais aujourd'hui, il suffit simplement de déployer une machine CentOS, Ouais. d'y déposer les 120 mégas de Cursor, du binaire, et de l'installer en 2 minutes. D'accord. Et votre instance Cursor est totalement opérationnelle et accessible. Voilà. Ok. Bon. Mais je ne cache pas, et la question a été bien posée, on travaille effectivement sur un déploiement automatique à Dakar Store sans cette tâche de préinstallation en quelque sorte. Ouais. D'accord. Alors, l'autre question, c'est les performances, parce que ce que dit notre interlocuteur, c'est que les performances souvent de la sauvegarde sur le cloud, c'est souvent remis en cause. Je pense qu'on avait déjà bien parlé, mais notamment, si j'ai bien compris, hein, cette histoire de duplication à la source, ça résout une bonne partie des contraintes de performance sur le cloud, c'est ça? Absolument. Attention, seul bémol, il faut toujours travailler un peu en amont, bien évidemment. Il faut bien sûr analyser la nature des données du client, peut-être même à définir une classe de sécurisation. C'est-à-dire que toutes les données ne sont peut-être pas bonnes à mettre dans un cloud. Donc, pointer, cibler les données critiques, les données juridiquement nécessaires à héberger pendant longtemps, pourquoi pas, et bien sûr la nature des données. On sait que la déduplication n'est pas efficace du tout lorsqu'il s'agit de fichiers, d'images, photos, vidéos, cryptés, compressés. Donc bien bien faire l'inventaire avant de définir le niveau de ligne one nécessaire. Bien sûr, nous maîtrisons tout cela. Il suffit simplement de faire appel à nous pour que nous puissions aider le partenaire à faire cet inventaire d'avant-vente, d'avant-sizing, et ainsi d'éviter les mauvaises surprises. Et bien sûr, Christophe, toujours et encore, étonnamment, toujours la déduplication à la source. Il faut que la déduplication à la source soit efficace, activée, pour minimiser, bien sûr, les flux de transport, les flux qui vont circuler sur le WAN, bien évidemment, bien sûr. Et peut-être privilégier uniquement les foules, parce qu'on sait que la déduplication sera absolument extraordinaire lorsque nous ferons des foules et des foules et des foules. Pourquoi? Parce que dans les foules, beaucoup de données, beaucoup de segments sont absolument identiques. Ouais. Si je fais des incrémentiels, le ratio de déduplication sur les incrémentiels risque de ne pas être aussi performant, élevé, bien sûr, que des foules. Donc, il y a une architecture, il y a un petit travail en avant-vente à faire que beaucoup de partenaires savent maîtriser, mais nous sommes bien sûr ouverts, totalement ouverts et gratuitement, j'insiste, sur cette proximité technique entre Quest et les partenaires et qui va nous permettre de réussir à mettre en place des architectures propres, efficaces et qui va ronronner. Ouais. D'accord. Alors justement, vous me faites la transition pour les... On va s'arrêter là parce que je pense que sinon après... Mais sinon, je suis très verbeux, hein. Moi j'ai tout mon temps. Je vois l'heure de déjeuner qui approche, donc je pense que nos lecteurs vont peut-être se précipiter après pour aller déjeuner. Donc deux questions qui sont plus liées j'allais dire, au business model de nos lecteurs, c'est-à-dire les partenaires. Alors, une question qui est assez intéressante dans une logique d'MSP, c'est sur la facturation, effectivement. Comment on peut... Est-ce qu'il y a des modules, je dis un peu bonne modules de facturation
Parce qu'effectivement, on va facturer chaque partenaire, par exemple, au Ouais, volume de données installées ou consommées. ouais. Et vous avez un système de Très bonne governance question. global. Comment ça fonctionne? Absolument, absolument. Bon, tout d'abord, il faut savoir que nous ne faisons pas de deal avec des clients finaux directement. Nous sommes entourés, encapsulés par une expertise des partenaires. Et ces partenaires vont pouvoir profiter d'un mode de licensing MSP. Et effectivement, Ah, d'accord. Quest fournit une approche MSP. Mais pour cela, pour avoir ces détails-là, il faut se rapprocher de nos équipes commerciales qui Bien vont vous sûr. permettre d'affiner et de répondre à vos besoins. Ce mode de licensing MSP est valable pour CoreStore, mais l'est également pour toutes les solutions de sauvegarde que nous représentons, bien sûr, que nous avons D'accord. développées. Et pour conclure, bon, alors, enfin, je pense qu'on a bien répondu à la question, mais est-ce qu'il y a un programme partenaire spécifique Quest qui existe Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure de il, protection, hein, j'ai retenu ça absolument. des deals, donc ça veut dire qu'il y a un programme partenaire. Mais bon. Alors, non seulement c'est une protection en termes de revenus, bien sûr, mais également une protection en termes de ressources Quest fournies à notre partenaire. C'est-à-dire que si le partenaire protège son lead, son Ton deal, prospect ouais. en quelque sorte avec nous, il va profiter encore une fois de façon gratuite de l'expertise de nos avant-ventes qui vont les accompagner sur le terrain, les accompagner sur le rendez-vous, les accompagner sur les réponses au cahier des charges, pourquoi pas. En fait, pour bien montrer le lien, l'association du partenaire et de l'éditeur. Et ça a son poids. Nous faisons aussi des soutenances avec le partenaire. Enfin, nous sommes très très présents et c'est également une espèce de forme de protection que nous fournissons également pour tous de la protection commerciale, hein, des remises offertes aux partenaires qui protègent leur lead à travers un site que nous avons, c'est le Partner Circle. D'accord. Je vous invite à vous y approcher, à ouvrir un compte déjà, et bien évidemment à contacter des commerciaux bien vivants pour pouvoir les aider à gérer tout cela. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait un tour assez complet, Joseph. Merci beaucoup.